Bonjour, je vous remercie d'avoir boudé le soleil pour vous enterrer dans une salle avec moi pendant quelques minutes. Alors, pour information, j'ai un train qui part de la gare à 17h10, donc je ne prendrai pas de questions, je vous le dis d'emblée. Voilà, donc effectivement, je m'appelle Camille Junot, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Minute Culture, sur lequel je fais de la vulgarisation et qui est suivi par un certain nombre d'abonnés, ce qui fait de moi une créatrice de contenu ou une influenceuse. Si on veut chipoter, et si je commence par chipoter, c'est parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai été invitée sur le plateau du JT de TV5 Monde pour parler de la façon dont les influenceurs pouvaient devenir les nouveaux ambassadeurs de la culture. Et à l'époque, cette invitation a généré pas mal de mépris sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, parce que les influenceurs cristallisent une image de vacuité et il y a une partie du public qui a beaucoup d'a priori sur ces sujets et qui pense que les influenceurs ne sont pas des personnes légitimes pour porter la culture. Donc avant de vous expliquer comment moi, influenceuse, créatrice de contenu, je travaille avec des institutions culturelles, je vais d'abord vous faire une micro-histoire de l'influence pour vous expliquer exactement ce qu'est un influenceur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on remonte un peu dans le temps, donc à 25 ans, dans les années 2000, il se passe deux choses. C'est qu'à la fois, on assiste à une explosion de la bulle Internet, avec énormément de start-up, de première génération de start-up qui périclitent parce que le public n'est pas prêt. Et de l'autre côté, on voit l'apparition d'un nouvel Internet qui s'appelle le Web 2.0. Et en fait, ce Web 2.0, il a une particularité, c'est qu'il est participatif. C'est-à-dire que les sites Internet, les applications disponibles deviennent des endroits sur lesquels les gens peuvent collaborer, commenter, liker, engager avec le contenu. Et c'est ça qui fait la particularité de ce Web 2.0. Et donc, on voit apparaître différents types de plateformes. Donc, Skyblog en France, MySpace aux États-Unis, qui devient l'apanage de la communauté musicale, YouTube, qui à l'époque n'appartient pas encore à Google et qui est déjà un service sur lequel on peut mettre des vidéos en ligne, et WordPress également. Et en fait, WordPress, comme d'autres plateformes, c'est un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, donc un système de gestion de contenu qui permet de mettre en ligne des contenus très facilement. Et en fait, cette facilité à mettre des contenus en ligne, elle permet de faire apparaître une nouvelle espèce d'internaute, un nouveau spécimen, les blogueurs. Et en fait, ces blogueurs vont arriver avec leur passion, avec leurs expertises, pour parler de mode, de cuisine, de photographie, de jeux vidéo. Vous avez vu Louise Ebel tout à l'heure en conférence, avant d'être créatrice de contenu culturel comme moi sur Instagram. Elle a eu pendant très longtemps un des premiers blogs mode et culture en France. Rien que ça. Et en fait, cette nouvelle génération d'internautes, assez rapidement, elle va intéresser le marketing et les marques parce que ces créateurs de contenu, ces blogueurs, ils ont des audiences très larges et à la fois ciblées. C'est-à-dire qu'ils parlent à énormément de monde, mais ils parlent d'une passion en particulier. Donc les marques vont être sûres, par le biais de ces créateurs de contenu, de toucher des gens qui sont intéressés par l'expertise des blogueurs qui le lisent. Donc il y a ça en fait qui permet de cibler des gens. Il y a le fait que les audiences sont très engagées avec les blogueurs. Il y a un lien affectif qui se crée beaucoup plus facilement avec un influenceur qu'avec une marque. Et il y a un pouvoir de recommandation de fait qui est très très fort. Par exemple, si vous voulez acheter, moi j'en sais rien, une machine à laver, vous allez faire davantage confiance à quelqu'un qui vous dit « moi j'ai testé cette machine et je vous la conseille » plutôt qu'au site internet de Whirlpool qui est évidemment là pour vous vendre une machine à laver, quelle que soit ses fonctionnalités. Donc c'est pour ça qu'en fait les marques vont commencer à s'intéresser à ces blogueurs. Et en fait, assez vite, ça va quand même prendre un tournant, ça va là aussi péricliter, parce que le marché de l'influence à l'époque, il est encore assez amateur, il n'y a pas vraiment de professionnalisation, puisque ça n'existait pas auparavant. On se rend compte que c'est très très coûteux d'aller s'investir auprès de ces influenceurs. À l'époque, il y a des invitations qui sont faramineuses. Et donc les marques dépensent de l'argent de manière totalement irraisonnée. Et puis on se pose la question du retour sur investissement, le ROI en marketing, Return on Investment, c'est-à-dire on n'est pas bien sûr finalement de savoir si ces influenceurs à qui on paye tant de choses, à qui on offre des cadeaux, ça sert à quelque chose et est-ce que ça a vraiment un impact sur les chiffres d'affaires des marques. Et puis surtout, à la même époque, on voit apparaître... Je n'ai plus de... Si, voilà. On voit apparaître Mark Zuckerberg et bien sûr Facebook. Et en fait, à l'époque, Facebook permet aux marques d'avoir ce rapport direct aux internautes, comme l'ont fait les blogueurs, en échangeant directement sur leur page, en pouvant avoir des interactions, des conversations par le biais des commentaires, etc. Et finalement, en fait, tout ça va prendre un petit peu la place de cette première génération d'influenceurs dont je vous ai parlé.
Là, bien sûr, je vous parle de Facebook, mais à l'époque, il faut voir qu'il y a différentes générations de réseaux sociaux qui émergent. Donc d'abord, Twitter, Facebook, LinkedIn, première génération qui est vraiment centrée sur le texte. Puis on va avoir la génération... En fait, peu à peu, ces plateformes vont évoluer vers la photo avec Instagram et Snapchat. Et aujourd'hui, on est plus sur des plateformes vidéo avec la montée en puissance de TikTok, qui est devenu incontournable aujourd'hui, de Twitch, qui permet de diffuser de la vidéo en direct. Et bien sûr, de façon plus linéaire, je vous en ai parlé, YouTube qui continue cette courbe de croissance qui est plus lente mais qui a toujours été très présente parce qu'en fait le ticket d'entrée il est plus compliqué pour YouTube dans le sens où il faut être capable de produire de la vidéo, ce qui était un frein à l'entrée il y a quelques années, ce qui est beaucoup moins aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a parmi les plus grands YouTube, les plus grands influenceurs de France qui sont présents sur cette plateforme en particulier. Je pense à Léna Situation ou à Squeezie, que vous avez peut-être vu dans les médias, je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, ces plateformes-là, elles font apparaître une notion qui devient quelque chose de très public, et alors qu'avant, c'était vraiment réservé aux ingénieurs, aux gens qui faisaient du dev, c'est la question de l'algorithme. En fait, l'algorithme, c'est une procédure, c'est une formule mathématique qui va décider si votre contenu apparaît ou non. Donc les ingrédients sont toujours un peu secrets. Là, je vous ai mis un exemple que j'ai trouvé sur Internet, mais en fait, en fonction de votre fréquence de publication, en fonction de si vous publiez des photos ou des vidéos, en fonction de si un internaute a interagi avec vous ou non, votre contenu, en tant que marque, va lui apparaître ou pas. Et en fait, ça va créer un formatage des contenus qui va se faire au fur et à mesure, qui va faire que finalement, dans cette masse, les internautes vont être sursollicités par les marques, et ça va être de plus en plus compliqué pour ces marques d'émerger, et finalement elles vont se remettre à faire de l'achat média, à payer pour que leur publication soit visible du point de vue des internautes, ce qui fait que finalement, je fais une caricature à gros traits, mais les réseaux sociaux redeviennent des médias comme les autres, puisque les marques sont obligées de payer pour être présents à l'esprit des consommateurs. Et donc, à nouveau, dans cette foule, finalement, dans ces carrefours d'audience où tout le monde est présent, on voit à nouveau émerger des secondes générations de créateurs de contenu, dont je fais partie, dont Louise fait partie, et dont Manon et Clotilde, que vous avez vu tout à l'heure en conférence, font partie également, et qui ont à nouveau ce pouvoir de recommandation. La seule chose qui a changé avec la première génération, c'est que là, c'est une audience qui est beaucoup plus professionnalisée. Il y a des codes qui existent sur ce marché, il y a aussi un cadre légal aujourd'hui. Le ROI, il est confirmé. On sait aujourd'hui que travailler avec des créateurs de contenu, ça permet de déployer son chiffre d'affaires, et avec toujours chez ces créateurs de contenu la même capacité d'engagement, la même affection, le même lien avec leur audience, qui fait que le pouvoir de recommandation est beaucoup plus fort qu'une simple publicité. Et avec toujours ce pouvoir de ciblage, et c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le monde des créateurs de contenu, c'est que vous avez des créateurs de contenu qui s'intéressent à toutes les disciplines, et on trouve toutes les tailles d'audience. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir Léna Situation qui a une énorme communauté sur YouTube, qui parle beaucoup de mode, de sujets lifestyle. Et à côté de ça, vous allez avoir mon amie Clémence Chabran, qui a un compte internet qui s'appelle Les Petites Fiches Opéra, enfin un compte Instagram, pardon. Et avec ses 3500 abonnés, finalement, Clémence, elle est déjà influente dans la niche de l'opéra. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, les marques, elles peuvent travailler avec des influenceurs très niches, mais qui sont ultra pertinents pour leurs propres audiences. Donc voilà, et effectivement, je vous en parlais, en fait, il y a une bascule qui se fait au niveau de ces créateurs de contenu, parce qu'on a des influenceurs qui deviennent des personnalités médiatiques, donc en fait, finalement, leur influence finit par dépasser le cadre de leurs propres réseaux sociaux. Je vous en ai parlé, vous avez Léna Situation, vous avez Squeezie, on les voit à la télé, on les voit dans les magazines. Et à l'inverse de ça, en fait, il y a une très forte porosité entre les médias et les réseaux sociaux. Vous avez des personnalités médiatiques qui deviennent, eux, des influenceurs. Et c'est vrai que souvent, quand les gens pensent influenceurs, ils pensent à cette deuxième catégorie de personnalités qui, parfois, parasitent un petit peu de l'image globale de ce que peut être un influenceur, parce qu'on est très concentré sur le fait qu'ils ont des énormes audiences. Et c'est là où, parfois, la notion de créateur de contenu, elle est plus adaptée à ces questions d'influence, parce que ça recentre le propos sur le fait que nous sommes des créateurs, nous produisons des contenus, et qu'on n'est pas juste là avec une audience. Et qu'en fait, il y a tout un travail de production qui se fait sur nos comptes. Voilà, là je vous ai un tout petit peu déblayé très rapidement la question de l'influence. Alors qu'est-ce qui se passe dans le milieu culturel ?
Pour vous en parler, je m'appuie sur le rapport d'une chercheuse qui s'appelle Marie Ballarini. Elle a travaillé en étudiant les comptes de 120 créateurs de contenu sur Instagram et ailleurs. Et en fait, le chiffre de 120, déjà, il est très symbolique de ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fait, évidemment, on n'a pas 120 créateurs de contenu culturel en France avec des audiences de millions d'abonnés. On a vraiment tous les stades d'audience avec des créateurs de contenu qui sont très suivis dans le milieu culturel et puis d'autres, comme je disais, qui ont des spécificités et qui, avec 3500 abonnés en parlant d'opéra, sont déjà très influents. Et en fait, Marie Ballarini, derrière tous ces créateurs de contenu, elle distingue quand même deux types de créateurs de contenu qui sont d'un côté les gens issus du milieu académique. Vous avez vu Manon tout à l'heure. Manon, c'est une créatrice de contenu qui vient du milieu de la recherche. Elle a soutenu une thèse. Donc c'est son sujet de base. Et à côté de ça, vous avez moi, par exemple. Et moi, en fait, je viens pas du tout du milieu de l'histoire de l'art. J'ai un parcours tertiaire, j'ai travaillé dans la communication. Et en fait, d'un côté, Marie Ballarini identifie ces gens qui viennent de la recherche, qui sont des experts sur le sujet, et de l'autre côté, des gens qui viennent plutôt du milieu de la communication ou de l'audiovisuel, qui, eux, sont des experts de la plateforme. Et de fait, ces types de créateurs de contenu, ils ont un même but, c'est la vulgarisation, mais en même temps, ils ont des enjeux différents. Avec plutôt pour les gens qui viennent du milieu de la recherche, un enjeu de réorientation professionnelle, de faire autre chose, de sortir de leur sujet, de leur métier initial, mais pas de leur sujet. Tandis que pour les créateurs de contenu comme moi, la problématique, l'enjeu, il se situe plutôt au niveau de la question de la légitimité. Parce que finalement, moi-même, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, je me suis retrouvée désignée par mon audience. En gros, quand j'ai lancé la Minute Culture, je vais prendre le cas, je me suis retrouvée en 24 heures avec 1000 abonnés, en 3 jours avec 10 000 abonnés et en 10 jours avec 20 000 abonnés. Et finalement, en fait, le sujet m'a complètement échappé. Et c'est ça qui est intéressant finalement dans nos métiers, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément complètement ce qui va devenir de nos contenus. Et là, en l'occurrence, je me suis retrouvée avec une très grosse audience et je ne me sentais pas forcément légitime. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il faut que je repasse des diplômes en histoire de l'art pour continuer mon compte Instagram? J'avais vraiment cette problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Et il a vraiment fallu que je déconstruise en fait ce sujet pour réussir à accepter de continuer à alimenter mon compte Instagram et d'en faire ma vie. Et je me suis même demandé à un moment s'il ne fallait pas que je refasse des études en histoire de l'art pour avoir un diplôme, pour pouvoir le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que même quand j'étais diplômée en communication, j'ai un master en communication, j'ai travaillé en agence de com, et quand j'étais en agence de com, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas non plus légitime. Donc finalement, la question du syndrome de l'imposteur qu'on a tous plus ou moins à des périodes de nos vies, c'est pas exogène, c'est quelque chose qui est en nous et sur lequel il faut travailler. Donc maintenant, depuis ça va, j'ai travaillé avec plein de musées, je suis capable d'avoir des conversations avec des conservatrices et des conservateurs, j'ai écrit un livre en histoire de l'art, sur l'histoire de la peinture. Donc voilà, petit à petit, je travaille ce syndrome de l'imposteur et ça me permet d'avancer. Et donc là, voilà, je vous ai un petit peu présenté les enjeux autour de ces créateurs de contenu. Et en fait, quand je regarde, la façon dont pourquoi les musées font appel à nous finalement, c'est que quand je regarde cette photo que j'ai prise au musée d'Orsay, on se rend compte qu'il y a tout type de public. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des Parisiens, il y a des touristes, il y a des gens qui sont français, il y a des gens qui viennent d'autres pays, il y a des gens qui sont valides, il y a des gens qui sont en situation de handicap. Et en fait, la grosse difficulté d'un musée, c'est qu'un musée, ça doit s'adresser à tous ces publics. C'est la première mission d'un musée, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Sauf qu'en communication, quand on parle à tout le monde, on parle à personne en particulier et on n'arrive pas à définir un message très ciblé. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les institutions font appel à nous, c'est que ça leur permet de diffuser des messages avec une plus forte granularité, de s'adresser à des audiences plus précises qui sont les nôtres. Et nous, on parle à des audiences en particulier, puisque nos audiences, elles ont une affinité avec ce que l'on raconte et avec le contenu que l'on produit. Donc ça, c'est le premier sujet. Et évidemment, on est des experts de nos carrefours d'audience, de ces réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, en fait, on est capable d'apporter un discours décalé, parce qu'au-delà de la mission de service public qui consiste à parler à tout le monde, les musées portent aussi évidemment une mission scientifique. Nous, on n'a pas ce poids de la mission scientifique et on peut se permettre d'avoir des discours plus légers, plus décalés, qui peuvent venir compléter les discours scientifiques qui sont aujourd'hui adoptés par les musées et qui sont aussi nécessaires. Donc voilà un petit peu pourquoi on travaille avec les musées. Et il me reste 4 minutes pour vous expliquer, pour vous faire une petite étude de cas, pour vous expliquer concrètement si demain je travaille avec Linguimbertine sur une collaboration, voilà exactement ce qui se passerait. Donc déjà, j'ai cette chance-là aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les institutions viennent me chercher. Moi, je ne fais pas du démarchage pour parler avec les institutions. Ça, c'est une vraie chance parce que ça veut dire que je peux choisir mes sujets, je peux choisir avec qui j'ai envie de travailler.
Et je vais jamais faire de démarchage parce que j'aime bien que les institutions viennent me voir. Ça veut dire qu'elles sont d'accord pour être sur Instagram. Si je commence à devoir aller voir les gens, à les convaincre d'aller sur Instagram, je sais que le chemin va être long et difficile. Tandis que là, j'ai des musées qui sont déjà acquis à la cause numérique et qui ont envie de travailler avec moi. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et en fait, quand une institution vient me voir, je vais vérifier qui est cette institution. Parce que quand je vais travailler avec elle, je vais la recommander à mon public. Donc il faut que je sois sûre que ce soit une institution sérieuse avec laquelle j'ai envie de travailler et que ce que défend l'institution est cohérent avec mes propres valeurs et avec ce que moi j'ai envie de porter comme discours sur Instagram. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais interroger la stratégie de l'institution. Donc par exemple, Ingabertine, je vais leur dire, est-ce que vous voulez qu'on travaille sur votre stratégie de lancement? Est-ce que vous voulez parler d'événementialisation de votre ouverture? Est-ce que vous voulez parler de vos collections permanentes? Est-ce que vous parlez d'une exposition à venir? On va définir un brief ensemble pour savoir quel va être le travail de création de contenu qui va être affilié à ce qu'on fait. Et en fait, une fois qu'on s'est parlé de cette stratégie, on va choisir un sujet. Alors comment je choisis un sujet quand je travaille avec un musée? Par exemple, le musée, il va m'envoyer la liste de ses Jocondes, donc tous les objets rares, précieux, toutes les œuvres d'art qui sont dignes d'attention, même si j'ai l'impression que la collection, dans son intégralité, est digne d'attention. J'ai fait un tour hier et aujourd'hui. Mais émettons, le musée pourrait me proposer de travailler sur un armé de Savoie. Alors bon... l'histoire militaire, c'est quand même pas trop mon truc. Donc là, je vais dire, oui, mais là, je me sens pas à l'aise avec le sujet, c'est pas très cohérent avec mon audience. Donc je vais sans doute l'écarter. Ensuite, on pourrait me proposer de travailler sur un livre rare. On est dans une bibliothèque musée. Et ça pourrait être ce livre frappé aux armes de Louis XIII. Sauf que je suis sûre que ça va intéresser mon audience parce que je parle déjà de livres. Le truc, c'est que c'est pas très instagrammable comme produit. Bon, c'est une couverture de livre. Ça risque de faire un petit peu flop dans le feed Instagram des gens puisqu'il faut que visuellement, ça les séduise. En revanche, la peinture d'Évariste de Valerne, ça, je la vois, je me dis, waouh, alors ça c'est beau, moi j'adore. Donc si je sais que j'adore, ça veut dire que je vais être plus convaincue pour en parler à mon audience. C'est important en fait, on ne prend pas n'importe quel sujet comme ça qui passe, il faut que nous-mêmes on soit séduits. Et ça, je sais qu'en plus c'est cohérent avec ce que je fais parce que moi je parle énormément de peinture sur mon compte, donc d'emblée, mon audience va être sensible au sujet de la peinture. Donc là, on va tenir notre sujet et à partir de là, je vais le documenter. Donc évidemment, j'écris pas... comme ça, c'est pas l'inspiration divine qui me vient. J'ai des échanges avec les conservateurs, avec l'équipe du musée pour me permettre de comprendre comment est-ce que je peux parler correctement de cette peinture. Et derrière, je définis le format, à savoir est-ce que je vais faire des stories sur Instagram, qui est un format éphémère qui dure 24 heures. Est-ce que je vais faire une vidéo? Est-ce qu'elle va être courte? Est-ce qu'elle va être longue? Ou est-ce que je vais simplement poster une photo de l'œuvre et ensuite écrire en dessous une légende sous cette image? Donc il y a vraiment tout un travail en fait de définition de ce qu'on fait. Et puis après, l'idée, c'est de rédiger un script et de l'envoyer au musée. Alors si je l'envoie au musée, je suis bien entendu toujours libre de mon propos. Ça, c'est vraiment le point essentiel de quand on travaille avec des créateurs de contenu. C'est d'être absolument libre de ce qu'on raconte. Mais moi, je préfère l'envoyer parce que je veux une validation scientifique. Je veux être sûre que ce que je dis est vulgarisé, mais correct du point de vue de la mission scientifique du musée. Et après, une fois qu'on est d'accord avec le script, c'est une collaboration, donc il faut que toutes les parties prenantes soient d'accord. On tourne, on monte, donc on filme, et puis après, je publie. Et évidemment, je facture, parce que la question que vous vous posez, c'est est-ce que je gagne ma vie avec mon compte Instagram? Alors... oui, aujourd'hui, je gagne ma vie avec mon compte Instagram, mais pour être tout à fait honnête, je me paye moins que quand j'étais salariée. Donc ça, c'est vraiment... on entend pareil tous les fantasmes autour de ce que sont payés les influenceurs. Moi, je suis moins riche aujourd'hui que je ne l'étais il y a 5 ans quand je travaillais dans un bureau et que ma vie est un peu triste. Mais en tout cas, je sais que je suis riche de tous les échanges que j'ai avec les musées, avec les gens avec lesquels je partage. Je vous remercie pour votre attention.